Gordon Metcalf avait appris à lire le silence comme d'autres hommes lisent les journaux. Après 12 ans passés à intervenir en cas de crise pour le département d'État, à négocier avec des seigneurs de guerre et des chefs de cartel dans des endroits que la plupart des Américains ne sauraient pas situer sur une carte. Il avait développé un instinct pour détecter quand les choses étaient sur le point de tourner aux catastrophes. Cet instinct hurlait en lui maintenant, alors qu'il était assis dans son bureau de Baltimore, les yeux fixés sur son téléphone. L'appel était arrivé 20 minutes plus tôt. L'hôpital Johns Hopkins, son fils, Tommy, âgé de 7 ans, était en chirurgie d'urgence. La voix de l'infirmière avait été professionnelle et calme, mais Gordon avait perçu le tremblement dessous, obstruction intestinale. Objets étrangers, plusieurs pièces de monnaie, nous avons besoin de vous ici immédiatement. Il avait essayé d'appeler le portable de Shannon 4 fois, directement sur la messagerie vocale. Le numéro de sa mère, Marcy, pareil. Sa mâchoire se serra tandis qu'il attrapait sa veste et se dirigeait vers le parking souterrain. Shannon avait changé ces derniers temps, distante d'une manière qui allait au-delà de leur récente dispute. Et sa mère passait plus de temps chez eux à Towson, sa présence emplissant les pièces d'une toxicité silencieuse que Gordon avait essayé d'ignorer pour le bien de la paix. La route jusqu'à Hopkins aurait dû prendre 30 minutes. Gordon y arriva en 18, son esprit cataloguant les possibilités. Tommy était un enfant prudent, presque obsessionnellement, un trait qu'il avait hérité du défunt père de Gordon, un homme méthodique qui avait appris à son petit-fils à réfléchir avant d'agir. L'idée qu'il ait avalé des pièces de monnaie, surtout 23 d'entre elles selon l'infirmière, n'avait aucun sens. Il trouva Shannon dans la salle d'attente de chirurgie, le visage enfoui dans les mains, les épaules tremblantes. Marie était assise à côté d'elle, un bras autour de sa fille, l'autre main serrant un rosaire. Quand Marie leva les yeux et vit Gordon, quelque chose traversa son visage, quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction avant que son expression ne se transforme en chagrin fin. « Où étais-tu » La voix de Shannon se brisa alors qu'elle se levait. Ses yeux étaient rouges, mais Gordon remarqua qu'ils étaient secs. « Ils t'ont appelé il y a 1 heure ?» « Il y a 20 minutes. » Gordon corrigea, sa voix posée. « Que s'est-il passé ?»« Shannon, il jouait dans sa chambre. Quand je suis allé voir, il s'étouffait. J'ai appelé les urgences immédiatement. » Gordon étudia le visage de sa femme, voyant les micro-expressions qu'il avait été entraîné à lire, le léger pincement des lèvres, avant qu'elle ne parle, la façon dont ses yeux déviaient vers la gauche. Elle mentait. Mais sur quoi? Il ne pouvait pas encore le déterminer. « J'ai besoin de le voir, » dit Gordon. « Il est en chirurgie, » intervint Marie, sa voix portant cette condescendance familière qu'elle réservait à Gordon. « Ils ne te laisseront pas entrer. Nous devons juste attendre et prier. » Elle leva le rosaire de manière ostensible. Gordon l'ignora et s'approcha du bureau de chirurgie. L'infirmière le reconnut immédiatement. Il avait négocié une prise d'otage ici 2 ans plus tôt, quand un membre de la famille d'un patient avait pris un médecin en otage sous la menace d'une arme. Le masque professionnel de l'infirmière glissa un instant et Gordon vit une réelle préoccupation. « Monsieur Metcalf, Tommy est stable ? Mais le docteur Reeves veut vous parler immédiatement après l'intervention. C'est inhabituel. » 2 heures plus tard, le docteur Reeves, un chirurgien pédiatrique chevronné, aux cheveux poivre et sel et aux mains fermes d'un maître artisan, attira Gordon dans une salle de consultation. Shannon essaya de suivre, mais le regard ferme du médecin l'arrêta à la porte. « 23 pièces, » dit le docteur Reeves sans préambule, posant un plateau en acier sur la table entre eux. Des quarters, des dimes et des nickels brillaient sous les lumières fluorescentes. Nettoyer des matières biologiques, mais portant encore les marques de l'acide gastrique. L'œsophage de votre fils montre des ecchymoses compatibles avec une insertion forcée. Ce n'était pas un accident. Monsieur Metcalf, c'était une agression. Les mains de Gordon se serrèrent en poing, mais sa voix resta contrôlée. Quoi d'autre ? Quand Tommy s'est réveillé brièvement avant que nous le sédassions pour la chirurgie, il essayait de dire quelque chose aux infirmières. Il était agité, paniqué. Il répétait grand-mère et plus. Nous pensions que c'était du délire. Le médecin marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je suis un rapporteur obligatoire depuis 30 ans. J'ai vu des choses qui vous retourneraient l'estomac. Mais je n'ai jamais vu un enfant aussi terrifié par quelqu'un qui devrait le protéger. Je veux le voir dès qu'il sortira de la salle de réveil. » Bien sûr, mais monsieur Metcalf, je dois faire un rapport au service de protection de l'enfance et à la police. C'est le protocole. Faites-le, dit Gordon. Faites-le maintenant. Quand il revint dans la salle d'attente, Shannon et Marie étaient partis. L'infirmière indiqua la cafétéria, mais l'instinct de Gordon lui disait autre chose.
Il prit les escaliers jusqu'à la chambre de réveil assignée à Tommy et se posta dehors. Vérifiant son téléphone, toujours rien de Shannon. 45 minutes plus tard, une infirmière de réveil poussa Tommy dehors. Le visage du garçon était pâle, un cathéter traînant de son petit bras, mais ses yeux trouvèrent Gordon immédiatement. Le soulagement inonda ses yeux, suivi rapidement par quelque chose qui glaça le sang de Gordon, la peur. « Papa !» La voix de Tommy n'était qu'un murmure, rauque du traumatisme à sa gorge. Gordon serra la main de son fils avec précaution, conscient du cathéter. « Je suis là, mon grand. Je suis juste là. » L'autre main de Tommy bougea faiblement, pointant vers sa blouse d'hôpital. Gordon baissa les yeux et le vit. Des lettres grossières, grattées dans le tissu avec ce qui ressemblait à un stylo. L'écriture tremblante mais délibérée. « Grand-mère » m'a enfoncé dans la gorge. Emma regardait Diaval où je ferais. Le monde sembla basculer. La formation de Gordon reprit le dessus. La même clarté froide qu'il avait gardée en vie à Caracas, à Mogadiscio, dans une douzaine d'autres endroits où la mort lui avait murmuré à l'oreille. Il sortit son téléphone et photographia le message, puis regarda Tommy. « Tu es en sécurité maintenant ?» dit Gordon, sa voix portant une certitude absolue. « Je te le promets. Tommy, tu es en sécurité et cela ne se reproduira jamais. » Les yeux de Tommy se remplirent de larmes. « Elle a dit que si je le disais, elle te ferait partir pour toujours. Maman a dit que tu les croirais, elle. Pas moi. Écoute-moi. » Gordon se pencha près, sa main douce sur la joue de Tommy. « Je te croirai toujours et personne ne m'emmènera nulle part. Tu comprends ?» Une infirmière s'approcha, lisant le dossier. « Nous déplaçons Tommy aux soins intensifs pédiatriques pour observation. Êtes-vous le père ?»« Oui. Maman est au bureau de l'administration, » dit l'infirmière doucement. Ses yeux se posant sur la blouse de Tommy, elle demande des procédures pour déposer des rapports. Elle parle sans cesse d'incidents domestiques et de préoccupations de sécurité. L'esprit de Gordon courut à travers les scénarios. Shannon prenait de l'avance sur l'histoire, contrôlant le récit. C'était exactement le genre de frappe préventive que Marie orchestrerait. Elle avait été avocate de procès avant sa retraite. Ses tactiques en salle d'audience étaient des légendaires pour leur impitoyabilité. Elle aurait coaché Shannon sur exactement quoi dire. Comment positionner Gordon comme l'agresseur ? « J'ai besoin de passer un appel ?» dit Gordon à l'infirmière. « Ne laissez personne, sauf le personnel médical, approcher mon fils. »« Personne. C'est clair ?» L'infirmière regarda la blouse de Tommy, le message gratté, et hocha la tête. La sécurité a déjà été notifiée d'un potentiel conflit parental. Protocole standard. Gordon sortit dans le couloir et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis 3 ans, Raphael Chambers. Le chef de la police de Baltimore répondit à la seconde sonnerie. « Gordon Metcalf. Ça fait un bail, Raphael. J'ai besoin que tu saches quelque chose avant que quiconque t'atteigne. Mon fils a été agressé, il est à Hopkins. Les preuves suggèrent que ma femme et ma belle-mère sont impliquées. Shannon pourrait essayer de déposer un faux rapport contre moi. » Il y eut une pause. « Gordon, c'est une allégation grave ? Je sais. Je me rends à ton poste maintenant pour déposer mon propre rapport avec des preuves photographiques et de la documentation médicale. Je voulais que tu l'entendes de ma part en premier. Par courtoisie, viens directement ici, je t'attendrai. » Mais quand Gordon arriva au poste du district central 40 minutes plus tard, il sut immédiatement qu'il avait été devancé. 2 officiers en uniforme se tenaient près de l'entrée, leur posture alerte. À l'intérieur, il pouvait voir Shannon dans une salle d'interrogatoire, Marie à côté d'elle, toutes deux parlant à un détective que Gordon ne reconnaissait pas. Il s'approcha du sergent de bureau, un vétéran nommé Dale Moody avec qui il avait travaillé sur la prise d'otage. L'expression de Moody était soigneusement neutre. « Gordon, j'ai besoin que tu attendes ici. Qu'est-ce qui se passe ?»« Dale, ta femme a déposé un rapport il y a 30 minutes. Elle dit que tu as agressé ton fils, que tu l'as forcé à avaler des pièces en punition pour avoir répondu. Elle a sa mère comme témoin. » Gordon sentit le piège se refermer, mais sa voix resta stable. « Où est le chef Chambers avec eux maintenant ?» Il voulait... Moody s'arrêta alors que la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrait. Raphael Chambers en sortit, 1,88 m de autorité contrôlée dans un uniforme parfaitement repassé. Il avait un an de moins que Gordon, mais ils avaient vécu quelque chose ensemble qui vieillissait les hommes au-delà des années. 3 ans plus tôt, Gordon avait parlé à un kamikaze qui avait pris la fille adolescente de Chambers en otage lors d'une menace à l'école. Gordon avait passé 7 heures dans cette salle de classe à bâtir une relation avec un homme brisé qui avait tout perdu. Jusqu'à ce que finalement l'homme se rende et que la fille de Chambers sorte indemne. Les yeux de Chambers trouvèrent de Gordon et quelque chose passa entre eux.
Reconnaissance. Confiance. Calcul. Puis Chambers se tourna vers Shannon et Marie qui l'avaient suivi hors de la salle d'interrogatoire. « Madame Metcalf, dit Chambers, sa voix portant à travers le poste, vous avez commis une grave erreur. » Le visage de Shannon blanchit. Marie s'avança, ses instincts d'avocate reprenant le dessus. « Et chef, ma fille est la victime ici. Son fils, votre petit-fils. » Chambers l'interrompit, a écrit un message sur sa blouse d'hôpital. Hopkins l'a photographié avant de le changer. Gordon m'avait déjà envoyé l'image avant d'arriver. Avec le rapport du chirurgien documentant l'insertion forcée d'objets étrangers, il regarda Gordon. La police scientifique se rend à Hopkins maintenant pour recueillir les preuves physiques et interroger le personnel médical. « C'est ridicule !» claqua Marie. Ce message pourrait avoir été écrit par n'importe qui. Gordon pourrait avoir contraint. Le garçon l'a écrit en salle de réveil immédiatement après la chirurgie. Avec le personnel médical présent, l'écriture correspond à des échantillons de son école et le calendrier des mouvements de Gordon aujourd'hui le place de l'autre côté de la ville quand l'incident s'est produit. La voix de Chambers baissa d'un ton. « Ce que vous deux avez tenté ici n'est pas seulement un faux rapport, c'est obstruction, manipulation de témoins et tentative de manipulation de preuves. Et cela avant même que nous en arrivions à ce qui est réellement arrivé à cet enfant. » Shannon commença à pleurer, mais Gordon remarqua que c'était différent de ses larmes précédentes. Celles-ci étaient authentiques, nées de la peur plutôt que de la performance. Marie, cependant, resta composée, son esprit juridique calculant déjà les angles. « Nous voulons notre avocat, » dit Marie. « C'est votre droit, » répondit Chambers. « Mais comprenez ceci, ce petit garçon est sous protection policière dès maintenant, avec une surveillance complète des services de protection de l'enfance. Gordon, tu auras besoin de venir au centre-ville pour une déclaration formelle. Mais tu es libre de retourner à l'hôpital d'abord. » Alors que les officiers s'avançaient pour séparer Shannon et Marie, les emmenant dans des salles d'interrogatoire différentes, les yeux de Shannon trouvèrent Gordon. Pendant un instant, il vit la femme qu'il avait épousée 8 ans plus tôt, avant que l'influence de Marie n'ait tout empoisonné. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, mais le regard acéré de sa mère la fit taire. Gordon se tourna et sortit dans la nuit de Baltimore, son téléphone déjà en train de composer le numéro de l'hôpital pour vérifier l'état de Tommy. Le jeu venait de commencer, mais cette fois, il s'assurerait de ne pas être le seul à connaître les règles. L'unité de soins intensifs pédiatriques de l'hôpital avait une étrange quiétude, rompue seulement par les bips rythmiques des moniteurs et les pas doux des infirmières se déplaçant entre les chambres et Tsedenerwa. Gordon était assis au chevet de Tommy depuis 3 heures maintenant, regardant son fils dormir sous sédation, les perfusions le maintenant stable pendant que son petit corps guérissait d'un traumatisme qui n'aurait jamais dû arriver. Le docteur Reeves l'avait pris à part 1 heure plus tôt avec un tableau plus complet. Les pièces avaient été insérées méthodiquement, avait-elle expliqué, sa voix clinique mais ses yeux trahissant la fureur. D'après le motif des ecchymoses œsophagiennes, quelqu'un l'a maintenue et les a forcées une par une. Le traumatisme psychologique de quelque chose comme ça, elle s'était tue. J'ai appelé le docteur Angie McCarthy, l'une de nos meilleures psychologues pour enfants. Tommy aura besoin d'une thérapie étendue. Maintenant, en regardant la poitrine de son fils monter et descendre, Gordon se permit de ressentir le poids total de la rage qu'il avait réprimée. Pas le genre chaud et explosif qui mène aux erreurs. La fureur froide et calculatrice qui avait fait de lui l'un des négociateurs les plus efficaces du département d'État, parce que la négociation, au fond, concernait la compréhension du levier, de la motivation et de la façon de faire croire aux gens qu'ils avaient des choix quand le résultat était déjà déterminé. Son téléphone vibra, un message de Raphaël Chambers. « Entretiens initiaux terminés, tu dois voir ça demain ? Non ici. Mon bureau ? » Gordon répondit « J'y serai ». Un autre message arriva, celui-ci d'un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Metcalf, c'est Brian Nicholson, avocat en droit familial. Le chef Chambers m'a suggéré de vous contacter. Je traite des cas comme le vôtre. Pas de frais pour la consultation initiale. Disponible demain après-midi si vous êtes intéressé. » Gordon enregistra le numéro. Il aurait besoin d'un conseil juridique. Bien que pas pour les raisons que la plupart des gens supposeraient, ce qu'il planifiait exigerait une documentation minutieuse, des témoins et une compréhension exacte des lignes qui pouvaient être franchies et de celles qui ne le pouvaient pas. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. Une femme dans la quarantaine entra, son badge l'identifiant comme le docteur Angie McCarthy. Elle avait des yeux bienveillants mais le port de quelqu'un qui avait vu l'humanité au pire et choisissait encore la compassion. « Monsieur Metcalf, je voulais me présenter avant de parler à Tommy demain. » Gordon se leva, serrant sa main.
Appelez-moi Gordon. Gordon. Le docteur Reeves m'a briefé sur les blessures physiques de Tommy. Et j'ai lu les rapports préliminaires de la police. Elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Ce qui a été fait à votre fils, c'est de l'abus calculé, pas un moment de colère. Ce genre de cruauté délibérée suggère un pattern. Que voulez-vous dire? Dans mon expérience, les gens ne se réveillent pas un jour et décident de torturer un enfant avec ce niveau de planification méthodique. Il y a généralement un historique de comportement escaladant. Elle jeta un coup d'œil à Tommy. Quand il sera prêt à parler, j'aurai besoin de lui poser des questions difficiles sur d'autres fois, où il pourrait avoir été blessé, menacé ou effrayé. Gordon sentit son estomac se retourner. Vous pensez que cela s'est produit avant? Je pense que c'est possible. Le fait que votre femme et votre belle-mère aient coordonné un faux rapport si rapidement suggère une pratique planifiée. Elles avaient une stratégie de secours prête. La voix du docteur McCarthy s'adoucit. Je sais que c'est accablant, mais plus nous comprenons l'étendue complète de ce que Tommy a vécu, mieux nous pouvons l'aider à guérir, et plus votre cas sera solide pour sa sécurité. Après son départ, Gordon sortit son ordinateur portable et commença à construire une chronologie. Quand Shannon avait-elle changé? Quand les visites de Marie étaient-elles devenues plus fréquentes? Il ouvrit les relevés de leur compte bancaire, joint, quelque chose qu'il vérifiait rarement. Shannon gérait la plupart de leurs finances. Ce qu'il trouva fit se serrer sa mâchoire. Des retraits d'espèces réguliers, des milliers de dollars au cours des 6 derniers mois, des paiements à un cabinet d'avocats qu'il ne reconnaissait pas. Daisy Flowers and Associates, des charges de carte de crédit pour une unité de stockage louée au seul nom de Shannon. Des chambres d'hôtel à Baltimore, datées de nuit où Shannon avait prétendu visiter son ami d'université à Philadelphie. Gordon prit des captures d'écran de tout, les envoyant par email à un serveur sécurisé qu'il maintenait pour le travail. Puis il creusa plus profond, accédant aux réseaux sociaux de Shannon via l'ordinateur familial. Ses paramètres de confidentialité étaient stricts, mais elle avait oublié de se déconnecter de son email sur leur iPad partagé. Ce qu'il y trouva le glaça plus que n'importe quelle prise d'otage ne l'avait jamais fait. Un fil d'email avec Marie remontant à 8 mois, de Marie Gutiérrez suggère notre discussion. Shannon, j'ai consulté Daisy. Elle confirme que les lois sur la garde du Maryland favorisent les mères, surtout avec des preuves documentées d'instabilité paternelle, l'historique professionnel de Gordon, tous ses voyages. Les situations dangereuses peuvent être présentées comme de l'imprudence, de l'abandon de famille. Nous avons juste besoin de l'incident droit à documenter. Sois patiente. L'opportunité viendra? Idem de Shannon Metaf suggère notre discussion. Je ne sais pas. Maman, Gordon n'a jamais blessé Tommy? C'est en fait un très bon père quand il est là. De Marie Gutiérrez suggère notre discussion. Ce n'est pas le point. Le point est de sécuriser l'avenir de Tommy et ta sécurité financière. Le fonds fiduciaire de Gordon mûrit l'année prochaine. 4 millions de dollars environ, 2 millions d'euros. Selon la loi du Maryland, tu as droit à la moitié. Dans un divorce, plus pension alimentaire et pension, mais seulement si tu es le parent gardien, seulement si Gordon est jugé inapte. Pense à l'éducation de Tommy, à ses opportunités, pense à ta mère qui a sacrifié tout pour ton bonheur. Ne veux-tu pas donner à ton fils la stabilité qu'il mérite? Les emails continuaient, devenant plus détaillés, plus calculés. Marie avait élaboré une stratégie entière, documenter les absences de Gordon, créer un récit de distance émotionnelle, rassembler des témoins, les amis d'église de Marie, et attendre un incident qui pourrait être reformulé, mais l'email final, envoyé juste 3 jours plus tôt, fit courir un frisson glacé dans le sang de Gordon. De Marie Gutiérrez, sujet demain, ça doit être demain, mardi. Gordon sera à cette conférence à DC jusqu'au soir, confirmé avec son assistante. Nous gérerons l'incident l'après-midi, appelle le 911, établis la chronologie. Souviens-toi de tes répliques, souviens-toi que tu es rentré à la maison et as trouvé Tommy en train de s'étouffer. Tu as appelé à l'aide immédiatement. Tu es la mère protectrice. Je soutiendrai chaque mot. Daisy a le modèle de rapport de police prêt. Au moment où Gordon rentrera, le récit sera posé. Les autorités verront ce que nous voulons qu'elles voient. Un homme dangereux qui a enfin franchi la ligne ne dévie pas du plan? Si. Gordon s'adossa, ses mains tremblant de fureur, mais sous la rage. Son esprit travaillait déjà, cataloguant les preuves, construisant le contre-récit, planifiant des mouvements 3 et 4 étapes en avance. Marie avait commis une erreur critique.
Elle avait supposé que Gordon était juste un autre homme qu'elle pouvait devancer au tribunal, un autre adversaire qui jouerait selon les règles conventionnelles. Elle avait oublié que Gordon Metcalf avait passé 12 ans à apprendre comment démanteler des organisations de l'intérieur, comment retourner les stratégies des gens contre eux, comment leur faire croire qu'ils gagnaient jusqu'au moment où il réalisait qu'ils avaient déjà perdu. Il regarda son fils endormi, puis l'écran plein de preuves accablantes. Marie voulait jouer avec sa famille. Avec son enfant, il lui montrerait comment le jeu se jouait vraiment, mais d'abord, il avait besoin de comprendre l'étendue complète de ce à quoi il faisait face. Qui d'autre était impliqué? Quel était le but final au-delà de l'argent? Et surtout, qu'avait-elle déjà fait à Tommy qu'il était trop effrayé pour dire? Gordon transmit chaque email à son serveur sécurisé, puis à Raphael Chambers et à l'avocat Brian Nicholson, puis il ouvrit un nouveau document et commença à écrire de la même façon qu'il avait écrit des briefings à Kaboul et à Bogota, méthodiquement, exhaustivement, avec chaque détail nécessaire pour démanteler complètement un ennemi. Dehors, par la fenêtre de Tommy, les lumières de Baltimore scintillaient dans l'obscurité, indifférentes à la guerre qui venait d'être déclarée dans ses frontières. Mais Gordon avait appris il y a longtemps que les batailles les plus importantes n'étaient pas menées avec des armes, mais avec de l'information, de la patience et la volonté de faire tout ce qu'il fallait pour protéger ce qui comptait le plus. Gordon arriva au bureau de Raphael Chambers à 8h45, portant 2 dossiers et une clé USB. Il avait laissé Tommy entre les mains compétentes d'une firme de sécurité privée avec laquelle il avait travaillé à l'étranger, 2 anciens Navy Seals qui lui devaient des faveurs et comprenaient que la mission n'était pas seulement la protection mais la documentation de témoins. Le bureau de Chambers était au 4e étage du quartier général du district central, un espace équilibrant la fonctionnalité institutionnelle avec des touches personnelles, des citations sur le mur, des photos de la remise de diplôme de sa fille. Une étoile de bronze de séjour dans l'armée, le chef était assis derrière son bureau, des lunettes de lecture perchées sur le nez, examinant des documents. Gordon, café noir. Merci. Chambers versa d'une thermos, puis désigna la chaise en face de son bureau. Avant que nous entrions dans tes matériaux, tu dois voir ce que nous avons développé. Il fit glisser un épais dossier sur le bureau. Shannon née Gutiérrez et Marie Gutiérrez. Travail de fonte initial. Gordon ouvrit le dossier. La première page était la transcription de l'entretien de Shannon d'hier. En lisant, un portrait émergea d'une femme prise entre la terreur et le calcul. Ses réponses répétées, mais s'effritant sous la pression, le détective avait été malin, laissant Shannon parler pour se contredire elle-même. « Détective, donc vous dites avoir trouvé Tommy en train de s'étouffer approximativement à 14h15 ?»« Oui. » « Détective, mais l'appel au 911 est arrivé à 14h47, c'est 32 minutes plus tard. J'étais paniqué. J'ai essayé de l'aider d'abord, la manœuvre de Heimlich. La manœuvre de Heimlich pour l'étouffement. Mais vous avez dit qu'il avait avalé les pièces, qu'elles étaient déjà descendues. Je veux dire, j'ai essayé de... Je ne me souviens pas exactement. C'était traumatisant. Où était votre mère pendant cela? Elle est arrivée après que j'ai appelé le 911. La voiture de votre mère a été vue sur la caméra de sécurité de votre rue à 14h03. Elle était là avant l'incident. Plus de contradictions suivaient. Shannon affirmant que Gordon avait été violent par le passé, mais incapable de fournir des incidents spécifiques. Sa mère la coachant à côté d'elle jusqu'à ce que le détective les sépare. L'entretien de Marie était différent, contrôlé, précis, la performance d'une femme qui avait passé des décennies à manipuler des salles d'audience, mais même elle avait fait des erreurs. Quand on lui demanda pourquoi elle avait encouragé Shannon à aller à la police avant l'hôpital, avant même de voir Tommy, elle éluda. Quand on la pressa sur ses finances, elle devint défensive. « Page 12 », dit Chambers doucement. Gordon tourna les pages. Un rapport financier sur Marie Gutiérrez. Ses sourcils se levèrent. Marie était fauchée. Pas en difficulté, pas à court d'argent. Vraiment fauchée, sa prestigieuse carrière d'avocate s'était terminée 5 ans plus tôt, part en retraite. Mais par un licenciement discret de son cabinet, des plaintes sur ses standards éthiques, des pratiques de facturation douteuses, des conflits d'intérêts. Elle avait épuisé ses économies en luttant contre un procès pour faute professionnelle qu'elle avait perdu spectaculairement. Sa maison était en saisie, ses cartes de crédit étaient au maximum. Elle vivait des revenus de Shannon et de la générosité d'un cercle d'amis en diminution. « Le fonds fiduciaire », dit Gordon doucement, la compréhension se mettant en place. « Le fonds fiduciaire de ton défunt père, que tu as hérité quand il est décédé il y a 18 mois. Tag, 4 millions de dollars, environ 2 millions d'euros.
Mûrissant à ton 35e anniversaire, Chamber tapa le dossier. Qui est le mois prochain? Le 15 janvier, Gordon avait à peine pensé à l'argent. Son salaire du département d'État était plus que suffisant et il prévoyait de mettre la plupart du fonds de côté pour l'éducation et l'avenir de Tommy. Mais pour Marie, désespérée et noyée, cela devait ressembler à un salut. Elle avait besoin que Shannon ait la garde complète avant que le fonds ne mûrisse, dit Gordon. La loi du Maryland. Le parent gardien contrôle comment les actifs maritaux, y compris les fonds hérités, sont alloués pour le bien de l'enfant. Exactement. Avec toi en prison ou jugé inapte, Shannon obtient la garde. Shannon, qui a été sous le pouce de Marie toute sa vie, signerait tout ce que sa mère mettrait devant elle. Chamber s'adossa. Marie ne visait pas seulement la garde. Elle visait tout ton héritage à travers ta femme et ton enfant. Gordon ouvrit son propre dossier et fit glisser des copies des emails sur le bureau. Chamber lut en silence, sa mâchoire se serrant. « C'est de la conspiration ?» dit Chambers. « Fraude, faux rapport, mise en danger d'enfant. Et si nous pouvons prouver que Marie a forcé ses pièces dans la gorge de Tommy, cette agression aggravée sur mineur, pouvons-nous le prouver ?» L'hôpital a recueilli des fibres de la bouche et de l'œsophage de Tommy pendant la chirurgie. L'analyse préliminaire montre du coton compatible avec des gants d'examen médical. Nous en avons trouvé une boîte dans la voiture de Marie, avec un rouleau de quarter correspondant à la dénomination de la plupart des pièces retirées de Tommy. Les mains de Gordon se serrèrent. Elle a apporté des fournitures. Préméditation. Elle a planifié cette attaque sur ton fils comme une opération militaire. Chambers se leva, faisant les 100 pas. Mais voici notre problème. Gordon, l'avocate de Shannon. Cette Daisy Flowers, elle est bonne, vraiment bonne. Elle arguera que Shannon a été manipulée, contrôlée par sa mère, que Shannon est aussi une victime, et honnêtement, en regardant ses emails, l'historique de Shannon. Elle pourrait avoir raison. Shannon a regardé mon fils être torturé et n'a rien fait. Je sais, et c'est un crime. Mais Marie est l'architecte ici. Si nous allons démanteler cela complètement, nous devons prouver le pattern de comportement de Marie, montrer que ce n'était pas isolé. Chamber sortit un autre dossier, c'est pourquoi j'ai fait creuser dans le passé de Marie par mes gens. Ce qu'ils avaient trouvé était glaçant. 3 anciens clients du cabinet d'avocats de Marie avaient déposé des plaintes sur ses tactiques, coaching de témoins qui franchissait la manipulation de témoins, preuves qui semblaient trop parfaitement construites. Chronologie qui ne collait pas tout à fait, aucune des plaintes n'avait abouti, Marie avait été trop habile à couvrir ses traces, et son cabinet avait réglé discrètement pour éviter la publicité. Mais il y avait un cas qui se distinguait, une bataille pour la garde 8 ans plus tôt, où Marie avait représenté une mère contre un père. Le père avait tout perdu, ses enfants, sa maison, sa réputation après avoir été accusé d'abus. 2 ans plus tard, l'aîné des enfants avait rétracté, admettant que leur grand-mère, la mère de la cliente qui vivait avec eux, les avait coachés sur quoi dire, même blessés délibérément pour créer des preuves. À ce moment-là, le père s'était suicidé. La grand-mère, dans ce cas, dit Gordon, lisant Eleanor Gutierrez, la mère de Marie, confirma Chambers. Et oui, nous voyons un pattern. Le cas a été scellé parce que des mineurs étaient impliqués, mais nous avons une ordonnance judiciaire pour accéder au dossier complet. Gordon posa le dossier, son esprit courant à travers les implications. Marie a appris de sa mère, c'est générationnel, une stratégie transmise, affinée, armée, ce qui la rend extrêmement dangereuse, mais aussi prévisible. Chamber revint à son bureau. « Gordon, je t'ai fait venir ici parce que tu es la victime, mais aussi parce que je sais de quoi tu es capable. Je t'ai vu penser 10 étapes en avance, manipuler des situations pour atteindre des objectifs. Et j'ai besoin que tu comprennes que cela doit être fait correctement. Selon les règles, nous ne pouvons pas donner à Marie ou à son avocate aucune munition. Je comprends? Vraiment? Parce que le regard dans tes yeux me dit que tu planifies déjà quelque chose ?» Chamber se pencha en avant. « Quoi que tu penses, passe-le-moi d'abord. Utilise-moi, utilise nos ressources, mais ne fais pas cavalier seul. Gordon, c'est comme ça qu'on perd. » Gordon rencontra les yeux de son ami. « Je ne suis pas intéressé par la perte. Alors laisse-moi exposer ce que nous construisons. Les services de protection de l'enfant sont déjà déposés pour un retrait de garde d'urgence. L'audience est demain matin. Shannon et Marie seront toutes deux là. Nous recommandons que Tommy reste en garde protectrice avec toi comme gardien principal, avec visite supervisée seulement pour Shannon en attendant l'enquête. Les services de protection de l'enfance s'opposeront à tout contact avec Marie. Shannon ne se battra pas contre moi pour la garde. Pas une fois qu'elle comprendra ce qui se passe vraiment. » Chamber leva un sourcil. « Tu sembles certain ?»
Parce que je connais ma femme mieux que sa mère ne l'a jamais fait. Gordon sortit son téléphone, ouvrant un album photo. Shannon Gutiérrez m'a rencontré il y a 9 ans à un événement de charité pour vétérans. Elle était volontaire, enseignant l'art-thérapie aux enfants de soldats déployés. Elle était gentille, authentique, passionnée par l'aide aux enfants pour guérir de traumatismes. Il fit défiler de vieilles photos, Shannon riant, Shannon avec de la peinture sur les mains, Shannon pleurant des larmes de joie à leur petit mariage. Cette femme ne torturerait pas un enfant, continua Gordon. Elle ne regarderait pas cela arriver, mais elle pourrait se figer, paniquer, être si terrifiée par sa mère qu'elle ne pourrait pas agir. Marie a contrôlé Shannon toute sa vie. Chaque décision, chaque choix filtré par que penserait maman, je pensais que le mariage briserait ce pattern. J'avais tort. Alors, quel est ton coup ? Gordon sourit. Et ce n'était pas une expression agréable. Shannon pense qu'elle est piégée entre sa mère et son mari. Je vais lui montrer qu'il y a une troisième option, la vérité, et une fois qu'elle la prendra, toute la stratégie de Marie s'effondre, et si Shannon ne la prend pas, alors j'aurai essayé la miséricorde en premier. Le sourire de Gordon s'estompa, ce qui viendra après ne sera pas de la miséricorde. Chamber l'étudia un long moment. Sois prudent. Gordon, Marie Gutiérrez est un serpent, mais les serpents mordent quand ils sont acculés. Alors je m'assurerai qu'elle ne me voit jamais venir. L'audience pour la garde était prévue à 10 heures dans l'aile du tribunal familial du palais de justice Clarencem. Mitchell Jr. De Baltimore, Gordon arriva tôt avec Brian Nicholson, l'avocat que Chambers avait recommandé. Nicholson était dans la cinquantaine avec des cheveux argentés et le calme d'un homme qui avait vu chaque astuce dans le livre de droit familial et croyait encore en la justice. « Rappelle-toi, dit Nicholson alors qu'il passait à la sécurité, c'est juste l'audience d'urgence. Le juge entendra les arguments, examinera les preuves préliminaires et prendra une détermination temporaire. Le procès complet pour la garde n'aura pas lieu avant des mois. J'ai juste besoin de la garde temporaire pour l'instant, répondit Gordon. Du temps pour travailler, et tu es sûr que ta femme craquera. Je suis sûr qu'elle aura le choix. Aussi, ils entrèrent dans la salle d'audience, un espace conçu pour gérer les conflits domestiques avec un minimum de drame, éclairage doux, siège confortable, une juge connue pour son approche sans fioriture en matière de bien-être des enfants. La juge Lily Lane, selon Nicholson, était juste mais féroce, avec une haine particulière pour la manipulation parentale. Shannon et Marie étaient assises du côté opposé avec Daisy Flowers, une femme élégante dans la quarantaine, portant un tailleur parfaitement ajusté et une expression de sympathie professionnelle. Shannon semblait épuisée, ses yeux creux, ses mains tremblant légèrement. Marie était assise droite comme un i, murmurant constamment à l'oreille de sa fille. Quand les yeux de Shannon rencontrèrent ceux de Gordon à travers la salle d'audience, quelque chose passa entre eux, quelque chose qui fit serrer la main de Marie sur le bras de Shannon, assez fort pour que Shannon grimace. Gordon catalogua tout. La juge Lane entra et la salle se leva. C'était une femme noire dans la soixantaine avec des tresses grises, élégamment enroulées sur sa tête, et des yeux qui ne manquaient rien. « Asseyez-vous !» C'est l'audience de garde d'urgence dans l'affaire de Thomas Metcalf. Enfant mineur, la juge Lane ajusta ses lunettes. Examinant le dossier devant elle, j'ai lu le rapport des services de protection de l'enfance, la documentation de l'hôpital et l'enquête préliminaire de la police. Monsieur Nicholson, vous représentez Gordon Metcalf ? Oui. Votre honneur, Mademoiselle Flowers, vous représentez Shannon Metcalf ? Oui. Votre honneur, et j'aimerais noter que Marie Gutiérrez est ici aujourd'hui aussi. Bien qu'elle ne soit pas techniquement une partie à ce litige de garde, au contraire, vint une voix du fond de la salle d'audience. Madame Gutiérrez est très impliquée dans cette procédure. Tout le monde se tourna. Une femme dans la trentaine entra, portant une mallette et arborant le port indéniable d'une procureure, Renée Potts, bureau du procureur de l'État. Votre honneur, nous déposons des accusations formelles contre Marie Gutiérez pour abus aggravés sur enfant, conspiration pour commettre une fraude. Et faux rapport, nous notifions également le tribunal que Shannon Metcalf fait l'objet d'une enquête active. La salle d'audience explosa. Daisy Flowers fut sur ses pieds immédiatement. Votre honneur, c'est hautement irrégulier, c'est hautement nécessaire, interrompit Potts. Vu l'enquête criminelle en cours, l'État demande que cette audience de garde soit reportée jusqu'à « Refusé », dit la juge Lane sèchement. Le bien-être de l'enfant prend la précédence. Mademoiselle Potts, vous pouvez déposer vos accusations, mais cette audience traite de la sécurité immédiate de Tommy Metcalf. C'est ma juridiction ? Elle se tourna vers Flowers. Mademoiselle Flowers,
Votre cliente est sous enquête pour avoir permis l'abus sur enfant. Voulez-vous vraiment arguer qu'elle devrait avoir la garde? Daisy Flowers était trop intelligente pour tomber dans ce piège. Votre honneur. Ma cliente maintient qu'elle n'avait aucune connaissance d'abus. Elle est rentrée à la maison pour trouver son fils en détresse et a immédiatement appelé à l'aide. Elle est une victime de la manipulation de sa mère, alors elle témoignera en ce sens, dit la juge Lane. Madame Metcalf, veuillez vous lever. Shannon se leva en tremblant, la main de Marie toujours serrée sur son bras, jusqu'à ce que le regard acéré de la juge Lane fasse relâcher Marie. Madame Metcalf, avez-vous été témoin de l'agression de votre mère sur votre fils? La salle d'audience devint silencieuse, la bouche de Shannon s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Les yeux de Marie percèrent sa fille. Une vie entière de contrôle et de manipulation concentrée dans ce regard. Gordon se leva. Votre honneur. Puis-je approcher? La juge Lane fronça les sourcils. Monsieur Metcalf, vous n'êtes pas avocat. Je sais, mais j'ai quelque chose que Madame Metcalf doit voir, quelque chose qui pourrait l'aider à répondre honnêtement. Après un moment de considération, la juge Lane hocha la tête. Approché, Gordon marcha vers Shannon. Conscient de chaque œil dans la salle d'audience, il sortit son téléphone, prépara une vidéo et le lui tendit sans un mot. Shannon baissa les yeux sur l'écran. Gordon avait passé la moitié de la nuit à la compiler, des images de leur vie ensemble, leur jour de mariage, les vœux de Shannon promettant d'aimer et de protéger leur famille, la naissance de Tommy. Shannon pleurant de joie en le tenant pour la première fois, les premiers pas de Tommy, Shannon l'encourageant. Une centaine de petits moments d'amour authentique, de connexion authentique avant que le poison de Marie n'ait pris pleinement effet. Et puis à la fin, Tommy dans son lit d'hôpital, la caméra focalisée sur son visage alors que le docteur McCarthy lui posait des questions douces. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?»« Tommy, grand-mère a dit que j'étais méchant. Elle a dit que papa ne m'aimait pas vraiment parce qu'il était toujours parti. Maman a dit que c'était vrai. Grand-mère t'a-t-elle blessé avant ?» Une longue pause, puis si doucement. Elle me pinçait beaucoup quand maman ne regardait pas et elle m'enfermait dans le placard quand j'étais méchant. Disait que des monstres me prendraient si je le disais. Quand cela a-t-il commencé? Je ne sais pas. Il y a longtemps, je pensais que c'était normal. Je pensais que toutes les grand-mères faisaient ça. Le visage de Shannon se froissa en regardant. Ses mains tremblèrent si fort que le téléphone faillit tomber. Des larmes coulèrent sur ses joues, de vraies larmes. Le genre qui venait du cœur brisé d'une mère. « Shannon !» dit Gordon doucement, seulement assez fort pour qu'elle entende. « Tu as une chance d'être la mère dont Tommy a besoin? Une chance de te libérer? Je sais que tu as peur. Je sais qu'elle t'a contrôlé toute ta vie. Mais notre fils est dans un lit d'hôpital, traumatisé et terrifié parce que tu étais trop effrayé pour l'arrêter. Il marqua une pause. Sois courageuse maintenant pour lui. Choisis-le. » Marie était sur ses pieds. « Votre honneur, c'est de la manipulation. Asseyez-vous. » Madame Gutiérrez, claqua la juge Lane. Madame Metcalf, répondez à ma question. Avez-vous été témoin de l'agression de votre mère sur votre fils? Shannon regarda Gordon, puis sa mère, puis la juge. Quand elle parla, sa voix n'était qu'un murmure. Mais Claire? Oui? La salle d'audience explosa à nouveau. Daisy Flowers demanda immédiatement un aparté. Le visage de Marie devint pourpre de rage. René Potts sortit des menottes, mais Gordon ne regarda que Shannon, qui s'était effondrée dans sa chaise, sanglotant. Le poids du contrôle de sa mère enfin brisé, la juge Lane rappela à l'ordre « Madame Metcalf, j'accorde la garde temporaire complète à Gordon Metcalf. Vous aurez des droits de visite supervisés en attendant le résultat de l'enquête criminelle. Madame Gutiérrez, il vous est ordonné de n'avoir aucun contact avec l'enfant mineur. » Elle hocha la tête vers Potts. « Conseillère, elle est tout à vous, alors que les officiers s'avançaient pour arrêter Marie. » Elle se jeta vers Shannon. « Ingrate, Fable. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai sauvé de la pauvreté, de la médiocrité. Cet argent était censé être à nous. Et voilà, enregistré devant un juge, dans une salle d'audience pleine de témoins, l'aveu du motif, de la conspiration, de tout ce que Gordon avait soupçonné. Marie hurlait encore alors qu'on l'emmenait. Shannon était assise immobile, des larmes coulant sur son visage, son avocate murmurant urgemment à son oreille. Gordon ne ressentit aucune satisfaction. Pas encore. Ce n'était que le premier mouvement. Le vrai travail était encore dehors de la salle d'audience. René Potts le prit à part. Cette vidéo était intelligente, l'utiliser pour briser Shannon sans techniquement introduire de preuves. J'avais besoin qu'elle dise la vérité. Pour le bien de Tommy et pour ton cas, nota Potts. Avec le témoignage de Shannon et les preuves physiques, Marie Gutiérrez risque une peine sérieuse. Mais Gordon,
Elle baissa la voix. L'avocate de Shannon va pousser pour un accord, témoigner contre sa mère en échange de charges réduites. Peut-être une probation. Es-tu d'accord avec ça? Gordon pensa à Shannon, la femme qu'elle avait été, la femme qu'elle était devenue, la femme qu'elle pourrait encore être sous les dommages. Si elle coopère pleinement, si elle aide Tommy à guérir, si elle se libère complètement de sa mère, alors oui, je veux qu'elle ait cette chance. Tommy mérite une mère qui peut l'aimer sans condition. Potts l'étudia. Tu es un meilleur homme que la plupart le seraient. Je suis un père, corrigea Gordon. Tout le reste est secondaire. Il quitta le palais de justice et conduisit directement à Hopkins où Tommy était transféré dans une chambre pédiatrique régulière. Son état stable, le garçon était éveillé, dessinant avec des crayons qu'une infirmière avait apportés. « Papa !» Le visage de Tommy s'illumina puis retomba immédiatement. « Est-ce que grand-mère revient ?» Gordon s'assit au bord du lit, prenant la petite main de son fils. « Non, mon grand-mère ne s'approchera plus jamais de toi, je te le promets. Et maman? Ta maman a fait de mauvais choix, mais elle va travailler très dur pour être meilleure, tu la verras, mais seulement quand tu le voudras, et seulement avec d'autres personnes autour pour s'assurer que tu es en sécurité. » Tommy fut silencieux un moment, traitant l'information, puis « Papa, je suis désolé de ne pas t'avoir dit avant pour le placard et les pincements et tout. Grand-mère disait que tu serais fâché contre moi. » Le cœur de Gordon se brisa et se durcit simultanément. « Tu n'as rien à regretter. Rien de ce qui est arrivé n'est de ta faute. Tu me comprends? Les adultes sont censés protéger les enfants, pas les blesser. Quand les adultes échouent à cela, c'est leur échec, pas le tien. » Tommy hocha la tête, mais Gordon pouvait voir le doute dans ses yeux, les dommages qui prendraient des années à défaire. « Nous allons t'aider, » continua Gordon. « Le docteur McCarthy est vraiment gentille et elle va t'aider à comprendre que rien de cela n'est sur toi. Et je serai là à chaque étape du chemin. Même quand tu dois aller dans ces endroits pour le travail, les endroits dangereux, Gordon avait déjà pris cette décision, avait déjà rédigé sa lettre de démission au département d'État. J'en ai fini avec ce boulot. Tommy, désormais, le seul endroit dangereux où je vais est l'épicerie quand ils n'ont plus tes céréales préférées. Tommy sourit, petit mais authentique. Papa, ce n'est pas drôle, non? Je pensais que c'était plutôt bon. Gordon serra la main de son fils. Repose-toi un peu, mon grand. Demain, nous commençons notre nouvelle vie, juste toi et moi. Après que Tommy se soit endormi, Gordon sortit dans le couloir et passa un appel. Brian, c'est Gordon. J'ai besoin que tu rédiges quelque chose pour moi. Un arrangement de garde qui donne à Shannon un chemin de retour si elle fait le travail, thérapie, témoignage, séparation complète de sa mère. Mais cela doit être en béton armé, la sécurité de Tommy était non négociable. Compris? Je l'aurai pour demain matin. Le prochain appel de Gordon fut au chef de l'équipe de sécurité surveillant Tommy. Des visiteurs ont essayé de monter ici. Une femme correspondant à la description de Marie Gutiérrez, la sécurité de l'hôpital l'a refoulée. Elle a fait des menaces sur des avocats, mais elle est partie garder le détail actif pour une autre semaine. Marie sera bientôt en liberté sous caution et les gens désespérés font des choix stupides. Son appel final fut à Raphael Chambers. L'audience s'est bien passée, mieux que je ne l'espérais. Shannon a craqué. Marie a révélé son motif enregistré. Potts a tout ce dont elle a besoin pour la poursuite. Bon, mais Gordon, sois prudent. Marie fait face à une peine sérieuse. Elle n'a plus rien à perdre. Je compte là-dessus, dit Gordon, et raccrocha. Il revint dans la chambre de Tommy, s'installant dans la chaise à côté du lit de son fils pour une autre nuit de veille. Dehors, Baltimore traversait ses rythmes du soir, indifférente aux petites batailles menées dans les salles d'audience et les chambres d'hôpital, mais Gordon n'avait pas fini de se battre. Marie était arrêtée, mais pas vaincue. Shannon coopérait, mais pas guérie. Et Tommy avait une longue route devant lui, une qui exigerait plus que juste la protection de Gordon. Cela exigerait la justice, la vraie justice, celle qui ne punissait pas seulement le mal, mais s'assurait qu'il ne pouvait plus jamais se produire. Gordon sortit son ordinateur portable et commença à écrire, pas un bref juridique ou une déclaration policière, mais un document d'un genre différent, un dossier complet sur Marie Gutiérrez, chaque cas qu'elle avait traité, chaque client qu'elle avait manipulé, chaque vie qu'elle avait détruite dans sa poursuite du contrôle et de l'argent. Parce que si Gordon avait appris quelque chose en 12 ans de négociations de crise, c'était ceci. La meilleure façon de vaincre un ennemi n'était pas de le détruire directement, c'était de s'assurer qu'il se détruisait lui-même complètement et publiquement afin que tout le monde puisse voir exactement ce qu'il était. Marie Gutiérrez voulait jouer avec sa famille.
Gordon était sur le point de lui montrer ce qui arrivait quand on s'asseyait à une table avec quelqu'un qui avait passé sa carrière à apprendre comment gagner des jeux contre des terroristes et des seigneurs de guerre. La différence était que Gordon jouait pour de bon. Marie Gutiérrez fut libérée sous caution dans les 48 heures grâce à une caution postée par l'un de ses rares collègues avocats restants. Elle sortit du centre de détention dans un matin de Baltimore tranchant avec le froid de janvier, son visage composé, mais ses yeux brûlants de rage. Gordon le savait parce qu'il avait arrangé d'être notifié au moment où cela arrivait. Il savait aussi, grâce à la surveillance discrète de Raphaël Chambers, exactement où Marie alla d'abord. Un petit café à 3 blocs du palais de justice où elle rencontra Daisy Flowers et une autre femme que Gordon ne reconnut pas immédiatement. Les photos envoyées par le détective de Chambers étaient assez claires, les 3 femmes penchées sur du café, Marie gesticulant sèchement, Flower prenant des notes, la 3e femme hochant la tête. Gordon fit une recherche d'images inversées sur le visage de la 3e femme et la trouva assez vite, Stephanie Valencia. Une enquêtrice privée avec une réputation pour trouver de la saleté sur les parties opposées dans les cas de garde, pas toujours par des moyens légaux. Gordon transmit les photos à René Potts avec un message simple « Conspiration continue ». Pourriez vouloir surveiller ? Son téléphone sonna dans les minutes. « Gordon, tu ne mènes pas ta propre enquête. N'est-ce pas ? Je protège mon fils ? Si cela génère des preuves d'activité criminelle en cours, je suis obligé de le rapporter. » Potts soupira. « Tu marches sur une ligne fine. J'ai marché sur des plus fines à Bagdad. Comment va Shannon ?» Coopérant pleinement, elle nous a donné des déclarations détaillées sur la planification de Marie, les emails. Tout. Son avocate pousse pour un accord d'immunité en échange de témoignages et des charges contre elle, mise en danger d'enfant. Échec à protéger. Avec sa coopération, nous sommes prêts à le réduire à une probation, thérapie obligatoire, visites supervisées avec Tommy. En attendant l'approbation de son psychologue, Potts marqua une pause. Elle semble genuinement remorseful, brisée, mais authentique. Bon, quand puis-je la voir ? Tu veux la voir ? Potts semblait surprise. C'est toujours la mère de Tommy, et si elle se libère vraiment du contrôle de Marie, elle aura besoin de soutien pour rester libre. Sinon, Marie la manipulera à nouveau. La réunion fut arrangée pour cet après-midi dans une salle de conférence au bureau du procureur de l'État, avec Potts et l'avocate de Shannon présente. Shannon semblait diminuer, son apparence normalement parfaite remplacée par des cheveux emmêlés et des yeux gonflés de pleurs. « Gordon », dit-elle quand il entra, sa voix se brisant. « Je suis tellement désolé, tellement désolé. » Gordon s'assit en face d'elle, étudiant la femme qu'il avait épousée. « Dis-moi pourquoi. » Shannon tressaillit, mais ne détourna pas le regard. « J'avais peur. Toute ma vie, j'ai eu peur de ma mère. Elle a toujours été cette force écrasante. Quand j'étais jeune, je pensais que toutes les mères étaient comme ça, controllantes, critiques, toujours à surveiller, mais cela a empiré après la mort de papa. Quand était-ce ? J'avais 16 ans. Après qu'il soit parti, c'était juste maman et moi. Elle disait que nous devions nous serrer les coudes, que nous n'avions que l'une l'autre. Elle contrôlait tout, où j'allais à l'université, ce que j'étudiais, avec qui je sortais. Les mains de Shannon se tordaient sur ses genoux. Quand je t'ai rencontré, j'ai pensé que j'étais enfin libre. Tu étais fort, indépendant. J'ai pensé que tu me protégerais d'elle, mais je n'étais pas assez à la maison, dit Gordon doucement. Non. Et chaque fois que tu partais pour une autre mission, elle était là, remplissant l'espace, remplissant ma tête de sa voix. Il ne se soucie pas vraiment de toi, il n'est jamais là. Tu élèves Tommy seul, tu mérites mieux, nous méritons mieux. La voix de Shannon se brisa et j'ai commencé à la croire. Ou peut-être que je n'ai jamais arrêté de la croire, et ta présence me laissait juste prétendre que non. Qu'en est-il de Tommy ? Quand l'abus a-t-il commencé ? Le visage de Shannon se froissa sur un... Je ne sais pas exactement. De petites choses au début. Maman était trop rude quand elle l'aidait. Elle lui criait dessus pour des comportements normaux d'enfant. Je lui disais d'arrêter, et elle disait que j'étais trop douce. Que j'élevais un enfant faible. Puis tu rentrais, et Tommy allait bien, et je pensais que j'avais peut-être surréagi, mais cela a empiré. Il y a 6 mois, elle a commencé à parler de ton fonds fiduciaire, de comment nous pourrions enfin avoir de la sécurité, comment Tommy pourrait avoir les meilleures écoles, la meilleure vie, mais seulement si nous avions la garde complète. Seulement si tu étais hors du tableau. Shannon leva les yeux, des larmes coulant. J'ai dit non. Au début, je l'ai fait. Gordon, je lui ai dit que c'était fou, que je ne te ferais pas ça. Qu'est-ce qui a changé ? Elle m'a usé, chaque jour, chaque conversation. Elle me montrait des articles sur des enfants abandonnés par leur père,
des statistiques sur les travailleurs militaires et gouvernementaux qui craquent sous la pression, des suggestions que ton travail te rendait instable. Et puis, la voix de Shannon tomba à un murmure. Elle a dit que si je ne l'aidais pas, elle s'assurerait que je perde tout. Elle dirait aux tribunaux que j'étais une mère inapte, que j'avais négligé Tommy. Elle avait des preuves. Des photos qu'elle avait prises de notre maison quand c'était en désordre, des enregistrements de moi criant quand j'étais frustré. Elle disait qu'elle me détruirait si je ne coopérais pas. Gordon sentit la clarté froide familière s'installer sur lui. Donc, quand elle a dit qu'elle allait blesser Tommy pour me piéger, tu étais trop effrayé pour l'arrêter. Je ne savais pas qu'elle allait le faire ce jour-là, je le jure. Gordon, je savais qu'elle planifiait quelque chose, mais je pensais que nous avions du temps, je pensais pouvoir la dissuader. Et puis mardi matin, elle est juste arrivée avec ses gants et les pièces et a dit que c'était le jour. Elle m'a enfermé dans notre chambre. J'ai entendu Tommy hurler. Shannon sanglotait maintenant. À peine capable de parler, j'ai essayé de sortir. J'ai cogné à la porte. Mais elle est forte et je ne le suis pas. Au moment où j'ai brisé la serrure, c'était fait. Tommy s'étouffait et maman appelait déjà le 911. Déjà en train de jouer sa performance. Et au lieu de dire la vérité, tu as suivi son histoire ? Elle a dit que si je ne le faisais pas, elle se tuerait et le ferait ressembler à moi. Elle a dit qu'elle laisserait des notes me blâmant pour tout, que je perdrais Tommy et irais en prison. J'avais si peur. Gordon, je sais que ce n'est pas une excuse. Je sais que j'ai échoué notre fils. Mais j'avais si peur. Gordon s'adossa, traitant. Daisy Flowers parla pour la première fois. Monsieur Metaf, ma cliente est pleinement préparée à témoigner contre sa mère. Elle entre en thérapie intensive. Elle a coupé tout contact avec Marie et elle est prête à accepter tout arrangement de garde qui protège Tommy. « Que veut Tommy ?» demanda Gordon. Flowers parut surprise. « Il a 7 ans. Il a 7 ans et traumatisé, mais il a encore des opinions. Le docteur McCarthy a parlé avec lui. Que veut-il ?» Shannon répondit, sa voix petite. « Il veut savoir si je l'aime encore. Il veut savoir si j'ai choisi maman plutôt que lui. » De nouvelles larmes tombèrent. « Je l'ai fait, n'est-ce pas ? Quand cela comptait le plus, je l'ai choisie elle. »« Non !» dit Gordon, et les yeux de Shannon se fixèrent sur les siens. « Tu n'as pas choisi. Le choix implique l'agence. Ce que tu as vécu était une vie entière d'abus psychologiques systématiques et de contrôle. Marie t'a groomé depuis l'enfance pour obéir, pour craindre, pour te soumettre. Ce qu'elle t'a fait est autant d'abus que ce qu'elle a fait à Tommy, juste plus lent et plus insidieux. » Shannon le fixa. « Tu ne me hais pas. Je hais ce que tu as fait. Je hais que tu n'aies pas protégé notre fils quand il en avait le plus besoin. » Mais la haine, Gordon secoua la tête. « Shannon, j'ai négocié avec des terroristes qui attachaient des bombes à des enfants. J'ai été assis en face de chefs de cartel qui assassinaient en des familles pour le profit. Tu n'es pas mauvaise, tu es endommagée, et les dommages peuvent être guéris si tu le veux assez fort. »« Je le veux ?» murmura Shannon. « Je veux être meilleur pour Tommy. Même s'il ne me pardonne jamais, alors voici ce qui va se passer. » dit Gordon, « Tu vas témoigner contre ta mère, tu vas donner à Potts tout ce dont elle a besoin pour mettre Marie en prison pour la peine maximale, tu vas continuer la thérapie et tu vas travailler avec le docteur McCarthy pour éventuellement avoir des sessions supervisées avec Tommy à son rythme quand il sera prêt. Et toi, nous... Il n'y a plus de nous. Shannon, pas romantiquement, c'est fini. Mais nous sommes les parents de Tommy. Et si tu fais le travail, le vrai travail dur et douloureux pour te libérer de la programmation de Marie. Alors peut-être un jour pourrons-nous être des coparents efficaces. Peut-être un jour Tommy pourra-t-il avoir une mère en qui il a confiance à nouveau. » Shannon hocha la tête, essuyant ses yeux. « C'est plus que je ne mérite, c'est ce que Tommy mérite, » corrigea Gordon. Tout désormais est sur ce qu'il mérite. Après la réunion, Gordon trouva René Potts attendant dans le couloir. « C'était généreux de ta part, c'était stratégique, » répondit Gordon. « Le témoignage de Shannon enterrera Marie. » Et garder Shannon fonctionnelle en guérison signifie que Tommy ne perd pas les 2 parents. Et Marie, tu prévois de témoigner à son procès ? Absolument. Mais ce n'est pas comme ça que je vais la détruire. Potts leva un sourcil. Souhaites-tu élaborer ? Toute l'identité de Marie est construite sur sa réputation d'avocate féroce, de mère protectrice, de pilier de sa communauté. Elle manipule les gens en se présentant comme moralement supérieure, comme quelqu'un qui sait mieux. Gordon sortit son téléphone, montrant à Potts le dossier qu'il compilait. « Je vais démanteler systématiquement cette réputation en exposant chaque cas qu'elle a manipulé, chaque client qu'elle a utilisé, chaque vie qu'elle a détruite. Ça ressemble à une vendetta. C'est de la responsabilité. Marie n'a pas juste blessé ma famille,
Elle fait ça depuis des décennies, se cachant derrière sa licence d'avocat et son charme. Combien d'autres familles a-t-elle détruites? Combien d'enfants a-t-elle traumatisés? La voix de Gordon se durcit. Je vais les trouver tous. Je vais les aider à se manifester. Et je vais m'assurer que le nom de Marie Gutiérrez devienne synonyme de exactement ce qu'elle est. Une prédatrice qui arme le système judiciaire pour abuser des enfants. Potts fut silencieuse un moment. Cela va prendre des ressources. Du temps, de l'enquête. J'ai les trois. J'ai déjà démissionné du département d'État. Mon seul boulot maintenant est d'être le père de Tommy et de m'assurer que Marie ne puisse jamais blesser un autre enfant. Et si une partie de ce que tu trouves n'est pas admissible au tribunal? Si c'est du oui-dire ou trop vieux pour poursuivre? Gordon sourit sombrement. Alors je m'assurerai que ce soit public quand même. Tribunal de droit contre tribunal de l'opinion publique. Marie est sur le point de faire face aux deux. Au cours des 3 semaines suivantes, Gordon devint un homme en mission. Il engagea des enquêteurs, contacta d'anciens clients du cabinet d'avocats de Marie, traqua des familles de cas qu'elle avait traitées. Ce qu'il trouva était encore pire qu'il n'avait imaginé. 15 anciens clients se manifestèrent avec des histoires de manipulation de Marie. 7 décrivaient des situations où elle avait coaché des enfants à mentir sur des abus pour des cas documentés, où elle avait fabriqué des preuves. 2 familles avaient des photos de blessures que leurs enfants avaient subies pendant que Marie les gardait lors de visites supervisées, blessures que Marie avait ensuite blâmées sur l'autre parent. Gordon compila tout dans un rapport exhaustif, travaillant avec une équipe de journalistes d'investigation qui enquêtaient sur la corruption des tribunaux familiaux. L'histoire éclata dans le Baltimore Sun un mercredi matin, en première page avec un titre qui fit sourire Gordon, malgré le sujet sombre. Prédatrice en tailleur de pouvoir. Comment une avocate a armé des cas de garde d'enfants? L'article détaillait le pattern de décennies d'abus, de manipulation et de fraude de Marie. Il incluait le témoignage de Shannon, des témoignages d'autres victimes et une analyse experte de psychologues pour enfants et de professionnels de l'éthique juridique. À midi, cela était devenu viral. Le soir, l'ancien cabinet d'avocats de Marie avait publié un communiqué condamnant ses actions et annonçant un examen interne complet de ses cas passés. Raphaël Chambers appela Gordon ce soir-là. « As-tu vu les nouvelles ? J'ai aidé à les écrire. » L'avocat de Marie hurle sur le préjudice au bassin de jurés. Le procès n'est pas avant 6 mois, beaucoup de temps pour que les choses se calment. De plus, tout dans cet article est factuel et sourcé. Marie peut poursuivre le journal si elle veut réclamer la diffamation. Elle le fera probablement. Laisse-la essayer. La découverte dans un cas de diffamation nous donnerait accès à encore plus de ces dossiers. Gordon était au chevet de Tommy. Le garçon avait été libéré de l'hôpital mais séjournait dans un appartement sécurisé que Gordon avait loué sous un nom d'emprunt avec une sécurité 24 heures sur 24. Comment elle le gère? À peu près comme tu t'y attendais. Sa caution a été révoquée après qu'elle a essayé de contacter Shannon. Elle est de retour en détention et son avocat pousse pour une évaluation psychiatrique. Bon, laisse-les l'évaluer, laisse le monde voir exactement ce qu'elle est. Tommy remua dans son sommeil et Gordon baissa la voix. Raphaël, j'ai besoin d'une autre faveur. Dis-la, Eleanor Gutiérrez, la mère de Marie. Le pattern n'a pas commencé avec Marie. Elle l'a appris de quelqu'un. J'ai besoin de tout savoir sur le passé d'Eleanor. Cas judiciaire. Plainte, n'importe quoi. Eleanor est morte il y a 5 ans. Je sais, mais ces dossiers ne meurent pas. Et si le pattern remonte à une autre génération, je veux le documenter. Je veux que Tommy comprenne un jour que cela n'était pas sur lui. C'était sur des gens brisés, perpétuant un cycle d'abus, parce que personne ne les arrêtait. Chambers fut silencieux. Tu ne cherches pas juste la justice pour Tommy. Tu essayes de brûler tout le système qui a permis que cela arrive. Le système a échoué, mon fils, dit Gordon simplement. Si je peux rendre même une partie de cela meilleure, si je peux empêcher une autre famille de traverser cela. Alors oui, je vais brûler ce qui doit être brûlé. 2 jours plus tard, un paquet arriva à l'appartement de Gordon. À l'intérieur se trouvait un épais dossier, l'historique complet d'Eleanor Gutiérrez. Gracieuseté de l'enquête approfondie de Raphaël Chambers. Eleanor avait été encore pire que Marie. Une travailleuse sociale dans les années 1970 et 1980, elle avait été licenciée de 3 agences différentes pour conduite inappropriée avec des clients. Les détails étaient glaçants, coachant des victimes d'abus à embellir leurs histoires, créant des dépendances avec des familles vulnérables, utilisant sa position pour contrôler et manipuler. Elle avait éventuellement perdu sa licence, mais avait continué à opérer dans l'ombre, consultant sur des cas de garde, formant sa fille à ses méthodes. Gordon l'ajouta à son dossier, construisant un tableau complet de 3 générations d'abus. Eleanor, qui avait pionné les tactiques. Marie,
qui les avait affinés, et Shannon, qui avait été entraîné dès la naissance pour être le prochain maillon de la chaîne. Jusqu'à ce que Gordon et Tommy disruptent le cycle, le procès de Marie Gutiérrez commença fin février, 6 semaines après l'hospitalisation de Tommy. Gordon s'assit dans la galerie chaque jour, regardant René Potts démanteler méthodiquement la défense de Marie. Shannon témoigna pendant 3 jours, détaillant la manipulation de sa mère, la planification, l'agression sur Tommy. Des experts médicaux témoignèrent sur les blessures de Tommy. La police présenta les emails, les preuves, la chronologie qui prouvait la préméditation, l'avocat de Marie, un homme désespéré nommé Marco Macchini, qui avait pris le cas pour la publicité, essaya chaque tactique, affirmant que Shannon mentait, suggérant que Gordon avait fabriqué des preuves, tentant même de peindre Marie comme une grand-mère concernée inquiète pour la sécurité de son petit-fils. Mais à chaque tentative, Potts contrecarrait avec de la documentation, des témoins et les propres mots de Marie du palais de justice. Le tournant vint quand Tommy lui-même témoigna. La juge Lane l'avait permis malgré une objection vigoureuse de la défense. Avec le docteur McCarthy présent et des accommodations spéciales faites pour l'âge et le traumatisme de Tommy. Gordon s'assit au premier rang alors que son fils, petit et brave dans ses meilleurs vêtements, prenait la barre. « Tommy, » dit Potts doucement, « peux-tu dire au jury ce que ta grand-mère t'a fait ?» Tommy regarda Gordon, qui hocha la tête en encouragement, puis Tommy regarda Marie, qui le fixait avec une haine non dissimulée, et quelque chose changea dans ses yeux, la peur se transformant en colère. « Elle m'a blessé, » dit Tommy, sa jeune voix claire dans la salle d'audience silencieuse. « Elle a dit que j'étais méchant. Elle a mis des pièces dans ma bouche et m'a forcé à les avaler. Elle a dit que si je le disais à papa, elle s'assurerait que je ne le vois plus jamais. T'avait-elle blessé avant ? Oui. Elle me pinçait où les gens ne pouvaient pas voir. Elle m'enfermait dans le placard, disait que des monstres me mangeraient si j'étais méchant. » Les mains de Tommy se serrèrent. Elle mentait. Il n'y a pas de monstre dans les placards. Le seul monstre, c'était elle. Les visages du jury montraient tout. Horreur, colère, sympathie. Quand Tommy finit de témoigner, pas une seule personne dans cette salle d'audience ne doutait de la vérité. Marie fut condamnée sur tous les chefs. Abus aggravé sur enfant. Conspiration pour commettre une fraude. Faux rapport et tentative d'obstruction à la justice. À la sentence, la juge Lane regarda Marie avec un mépris froid. « Madame Gutiérrez, en 30 ans sur le banc, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait si diement armé sa position de confiance pour blesser des enfants. Vous n'avez pas juste abusé de votre petit-fils. Vous avez tenté de détruire sa famille, de manipuler le système judiciaire, et quand attrapé, n'avez montré aucun remords. Ce tribunal vous condamne à 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour 15 ans. » Le hurlement de rage de Marie résonna dans la salle d'audience. « C'est une parodie. Cet homme a empoisonné ma fille contre moi. Il a manipulé tout le monde. J'étais en train de protéger ma famille. Vous protégiez votre compte bancaire ?» claqua la juge Lane. « Garde, emmenez-la. » Alors que Marie était emmenée, hurlant encore, Gordon sentit la petite main de Tommy glisser dans la sienne. Son fils leva les yeux vers lui, des larmes coulant sur son visage, mais souriant. « Est-ce fini ? Papa ? C'est fini. Mon grand, elle ne peut plus te blesser ?» Mais ce n'était pas tout à fait fini. Gordon avait un dernier mouvement à faire. 3 mois après la condamnation de Marie, Gordon se tenait dans le hall d'une organisation à but non lucratif nouvellement établie. Le panneau au-dessus de la porte indiquait « Le projet Eleanor », protégeant les enfants des abus dans les tribunaux familiaux. À l'intérieur, une équipe d'avocats, d'enquêteurs et de psychologues pour enfants travaillaient à identifier et soutenir les familles qui avaient été victimisées par des pratiques de garde corrompues. L'organisation était financée par une portion significative de l'héritage de Gordon, le même argent que Marie avait essayé de voler. Cela semblait approprié d'utiliser la cupidité de Marie pour créer quelque chose qui empêcherait d'autres, comme elle, de réussir. Raphaël Chambers le rejoignit pour la réception d'ouverture. « Sacrée chose que tu as construite ici. C'est ce que le cas de Tommy a exposé. » répondit Gordon. « Combien il est facile pour les abuseurs de manipuler le système quand ils le comprennent assez bien. Nous avons déjà identifié 12 autres cas avec des patterns similaires à celui de Marie. 12 familles qui ont besoin d'aide. » Et Shannon, Gordon jeta un coup d'œil à travers la pièce où Shannon se tenait, parlant doucement avec l'un des psychologues pour enfants de l'organisation. Elle avait complété sa thérapie mandatée, témoigné au procès de Marie, et passé les 3 derniers mois à travailler pour devenir quelqu'un en qui Tommy pouvait avoir confiance à nouveau. Le progrès était lent, mais réel. « Elle fait du bénévolat ici 2 fois par semaine, » dit Gordon,
Aide d'autres parents qui ont été manipulés par des membres de familles abusifs à reconnaître les patterns et à se libérer. Dis que si elle peut empêcher une personne d'échouer son enfant comme elle l'a fait, cela pourrait l'aider à vivre avec ce qu'elle a fait. Tu lui as pardonné? J'ai accepté ce qui est arrivé et avancé. Pour le bien de Tommy, Gordon marqua une pause. Elle le voit 2 fois par semaine maintenant, supervisé. Le docteur McCarthy dit qu'il va bien, construisant la confiance lentement. Shannon ne sera jamais la mère qu'elle était avant que Marie ne la détruisît, mais elle travaille à être un différent genre de mère, honnête, consciente, humble. Tommy mérite cet effort. La réception continua autour d'eux, survivants et supporters se mélangeant, partageant des histoires. Tommy était là aussi, jouant avec d'autres enfants dans une pièce supervisée, son rire audible à travers les murs. Il était en thérapie, encore en guérison, mais les cauchemars étaient moins fréquents maintenant. Il souriait plus. Il se sentait en sécurité. Le docteur Angie McCarthy s'approcha, un verre de vin à la main. « Gordon, c'est remarquable. Le travail que tu as fait, les vies que tu changeras. Cela compte, c'est ce qui aurait dû exister avant, » répondit Gordon. Peut-être que si cela avait été... Marie aurait été arrêtée il y a des décennies, peut-être, mais tu ne peux pas changer le passé, seulement l'avenir. McCarthy sourit. Et en parlant de l'avenir, as-tu pensé à ce que tu feras? Tu ne peux pas diriger cette organisation et être un père à temps plein pour toujours, Lady Pep. Pourquoi pas? J'ai de bonnes personnes gérant les opérations quotidiennes. Je consulte, je collecte des fonds, j'utilise mes connexions du département d'État pour exposer la corruption, et le reste du temps, je suis avec Tommy. C'est exactement ce que je veux faire. René Potts rejoignit leur cercle. J'ai entendu de l'association du barreau de l'État aujourd'hui. Ils ouvrent des enquêtes sur 15 avocats qui ont travaillé des cas avec Marie. Examinant s'ils connaissaient ses méthodes, ton travail se propage. Gordon. Bon, chaque avocat qui a détourné le regard pendant que Marie abusait des enfants devrait répondre de cela. Alors que la soirée s'achevait, Gordon se trouva sur la terrasse sur le toit du bâtiment, regardant le skyline de Baltimore. Les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité, chacune représentant des vies vécues, des familles naviguant leur propre lutte. La voix de Tommy vint de derrière lui. « Papa, on peut rentrer à la maison ?» Gordon se tourna, souriant à son fils. « Oui, mon grand. Rentrons à la maison. » Dans la voiture, Tommy fut silencieux un moment avant de parler. « Papa, pourquoi grand-mère a-t-elle fait ces choses? Le docteur McCarthy dit que ce n'est pas ma faute. Mais je ne comprends pas pourquoi elle voulait me blesser. » Gordon avait redouté cette question, mais s'y était préparé. Certaines personnes sont brisées à l'intérieur de façon qui les font blesser les autres. Grand-mère a appris à être cruelle de sa mère, et elle n'a jamais choisi d'être meilleure. Elle a choisi le pouvoir et l'argent, plutôt que l'amour et la gentillesse. Mais maman a choisi d'être meilleure. Elle était brisée aussi. Mais elle essaie maintenant. C'est vrai, ta maman a fait des erreurs terribles. Mais elle travaille chaque jour à les réparer. C'est la différence. Grand-mère n'a jamais pensé qu'elle avait besoin d'être réparée. Elle pensait que tout le monde d'autre avait tort. Est-ce pourquoi tu as fait le projet Eleanor? Pour réparer les gens? Pas exactement. Nous ne pouvons pas réparer tout le monde, Tommy. Mais nous pouvons aider à protéger les enfants des gens qui ne se réparent pas eux-mêmes. Et nous pouvons aider les parents qui veulent être meilleurs à le devenir vraiment. Tommy hocha la tête, traitant cela avec le sérieux d'un enfant qui avait grandi trop vite. Je veux aider aussi quand je serai plus grand. Tu n'as pas à le faire. Je veux... insista Tommy. Je veux que d'autres enfants sachent que ce n'est pas leur faute, qu'ils peuvent être bien à nouveau. La gorge de Gordon se serra. Alors, quand tu seras prêt, nous trouverons un moyen pour que tu aides, mais pour l'instant, ton seul boulot est d'être un enfant. Deal, deal. À la maison, Gordon borda Tommy au lit, vérifiant le système de sécurité par habitude. Même si Marie était en prison et Shannon ne posait plus de menaces, certains instincts meurent difficilement. Papa, dit Tommy alors que Gordon partait, je suis content que tu m'aies cru, que tu aies vu ce que j'ai écrit sur ma blouse. Je te croirai toujours, Tommy. Toujours. Même quand je serai grand. Surtout alors, après que Tommy se soit endormi, Gordon s'assit dans son bureau à la maison, examinant des demandes de famille cherchant l'aide du projet Télénor. Chaque histoire était déchirante, chaque situation complexe, mais le travail comptait. Et Gordon avait appris que la meilleure revanche contre des gens comme Marie n'était pas la violence ou la cruauté. C'était de construire quelque chose qu'il ne pouvait jamais détruire, d'aider des gens qu'il ne pouvait jamais blesser, de créer un legs qui survivrait à leurs dommages. Marie Gutiérrez passerait les 15 prochaines années minimum derrière les barreaux, sa réputation détruite.
son nom synonyme d'abus sur enfants et de corruption judiciaire. Shannon se reconstruisait lentement, regagnant la confiance un jour douloureux à la fois, et Tommy guérissait, entouré de gens qu'il aimait, protégé par des systèmes qu'il avait échoué une fois, mais ne l'échoueraient plus. Le téléphone de Gordon vibra avec un message de Raphaël Chambers. « Les médias t'appellent un héros ? Comment ça fait ?» Gordon répondit « Je ne suis pas un héros. Je suis juste un père qui a refusé de les laisser gagner. » Il regarda la photo sur son bureau. Tommy riant, vraiment riant, prise juste la semaine dernière au parc. C'était la victoire. Pas les condamnations ou l'organisation ou l'attention médiatique, mais ce rire. La preuve que son fils pouvait encore trouver de la joie après tout ce qu'il avait enduré. Gordon Metcalf avait passé 12 ans à négocier avec certaines des personnes les plus dangereuses du monde, apprenant comment manipuler des situations, comment gagner contre des odds impossibles. Il avait utilisé chaque compétence acquise pour protéger son fils et livrer la justice contre ceux qui l'avaient blessé. Mais la plus grande victoire n'était pas la bataille qu'il avait gagnée. C'était la paix qu'il avait sécurisée pour Tommy, pour d'autres enfants, pour des familles qui méritaient un peu mieux que ce que le système leur avait donné. Marie avait commis une grave erreur le jour où elle avait touché son fils. Elle avait parié que Gordon serait facile à piéger, facile à enlever, facile à détruire. Elle avait oublié que l'adversaire le plus dangereux n'est pas celui qui combat avec violence ou rage. C'est celui qui combat avec intelligence, patience, et un engagement inébranlable à la justice. Gordon lui avait enseigné cette leçon chaudièmement. Et dans le processus, il s'était assuré qu'elle ne transmettrait jamais sa marque de cruauté à une autre génération. Le cycle était brisé, les monstres étaient en cage, et Gordon Metcalf pouvait enfin dormir la nuit, sachant que son fils était en sécurité, sachant qu'il avait fait tout ce qu'un père devrait faire. La guerre était finie. Et cette fois, les bons avaient gagné. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Oh, by the light, make it look like ghost orbs. Dude, look at this. Like, do you see that? Or maybe you have to be the one holding. Yeah, no, it looks... Like, hold it up to the freezer. And what does it look like? The freezer. Pointed at the freezer. Oh, do you see it? Little dot in the top right-hand corner. Look, Yeah. Why does it look like UV? Why? Also, it walked through the salt. Oh! So... It's so good. Put another one. Walk through the salt and give us UV, please. Because you can be in Obake. Do it. Do the work. Do the work. Do the work. What? Hi, Death Trooper. Hope you're doing well, dude. What's going on? Oh. That. All of them. Boom, boom, boom. Just like that. Oh, murder this. Okay, that's enough for you. Go to bed. But Rock, can you burn the Kobusi? Oh, my ears. Oh. It's a wraith. I I win. didn't like that. Yeah. It'd be a wraith. Oh, so freaking close. Oh. Do we have any more? Nope. Oh. I'll go get some more. Thank you. Wait. Oh, we don't need it. We don't need it. I got them all. I got all the pictures. It goes like, all those. Now we need to figure out what it is. Absolutely not. Weird, because I think it's only given us one evidence. Onryo is the one where the dots are while you're outside through the video camera, right? Wait, what was it?
Onryo is where you can see the dots if you're outside the room through the video camera. No, that's Goryo. Oh, you want to test that then? Because Sure. it's an option. Boop, boop, boop. Let's see. We didn't like that. Doing today? I am doing fantastic. I got the stream actually working. It's not like 1 frame per whenever. So, it's doing pretty good. This is from the van, or am I tripping? You can see it from the van or the little monitor on your camera. Little, like, screen there. You have news? Oh, what's up? I don't see any duds. Okay. Does kind of feel like a Goryo, though. I think it's moved. Never mind, it moved. Not a Goryo. It'd be a Raiju. Oh. Either that or it was in line of sight with Smidge. Oh. Maybe not. Wait. Ghosty. Come over here. Oh, no, come back! Ah! Did it see you? Yes. That might be a Jin then. It blew my fucking eardrums out though. Ooh, Raiju or Jin? I did smudge it as well because it was fast full. Okay, no worries. Think we got everything. It's looking good. Yeah, Goryo, you have to be like out of the room, which out of the room is right there. And then watch with your cams. No, no. I'm scared. Doggo. Oh, I'm sorry to hear that, Death Trooper. You have the thermometer. No, it should be in that room though. Wait. It threw something in the light? Can't do that. But did it throw it from? What? Why did it do that? It shouldn't be able to throw things in the light. That'd be a Pulte. Unless, yeah, that might be considered dining room? Hunt's over. I'm out here. I was face to face with him when he hit his hunt. Yeah, he was dead set on getting you, dude. Where the hell are our hiding spots? Traumatized sound. Eat past peacefully, that's good. Probably the best way to go out. Oh man, I just hate it when animals go. I think our hiding spot is all the way downstairs. Oh. I'd be a mare, just decided to turn off my light. It is Rude. indeed all the way downstairs. Okay. Might just try to loop to death. I'm not good enough to loop. I've had to use 2 of our 4 smudges. That's okay. So, Use them all. no. Also, I didn't hear any heartbeats that time. That can't be a mimic. Oh my god. Bitch. Might try to hunt on you. Careful.
Bye. Bye. Please don't hunt in the dining room. I'll be really sad if you do it. Don't do it. Oh. Come on, Ghosty. Can you at least give us another evidence? Please? Have you gotten any air balls? No. Neither have I. Drink and drink. Alright. Locked and loaded. I'm afraid to spurt because he might just hunt on me. Your cup reminds me of Lilo and Stitch. I don't know why. What's up? Your cup reminds me of Lilo and Stitch. That's funny. That's pretty good. Oh, he is hunting in here. Why? Not Raiju. Twins? No. Here, Ghosty. It's not a Raiju. I don't think it's a shade. They tried to hunt in here when we were just chilling too. Mark off shade. It's doing a lot of Polty stuff, but